Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sciences industrielles sur le thème de l'automatique. Dans cette vidéo, on parlera des schémas blocs, mais avant de démarrer, j'ai un tout petit truc à faire. Alors, il faut que j'augmente un peu la sensibilité du micro. Spécial dédicace à Anatole. Et bien voilà, Anatole, c'est fait. Mes étudiants me feraient faire n'importe quoi. Bon voilà, on va pouvoir travailler maintenant. Alors, les schémas blocs, c'est en fait une représentation graphique des systèmes multiphysiques, hein. Donc, on avait vu qu'on pouvait représenter des équations différentielles sous la forme de fonctions de transfert. Eh bien, si on a plusieurs éléments, si on peut en tout cas décomposer un système en plusieurs éléments qui sont reliés par des équations différentielles entre eux, on va pouvoir relier tous ces éléments par le biais de schémas blocs pour pouvoir en fait avoir une représentation visuelle et donc simplifier la mise en équation finale. Alors les trois éléments de base qu'on va retrouver, donc il y a évidemment donc le bloc, hein, ça on avait déjà vu, avec en entrée un signal d'entrée et un signal de sortie. Et puis à l'intérieur du bloc, on a une fonction de transfert. Voilà, et on avait vu que le signal de sortie allait être égal à la fonction de transfert fois le signal d'entrée. Voilà. Et donc ça, c'est l'élément de base qu'on appelle le bloc. Un deuxième élément de base, le lien. Voilà, alors le lien, c'est simplement un fil, alors pas un fil électrique, hein, mais c'est donc bien un connecteur qui va exister entre différents blocs, hein. Donc si sur l'entrée du lien, on a le signal E, on va se retrouver en sortie sur ce lien, donc le même signal E. Ensuite, on a les points de jonction. Donc les points de jonction, c'est si j'ai un lien comme ça ici avec E de P qui arrive ici, je vais avoir ici un point de jonction qui se trouve à cet endroit-là. Et bien évidemment, le signal se répand dans toutes les branches du point de jonction. Et donc ça va permettre d'envoyer le signal E de P sur différents blocs, parce qu'à la sortie ou différents éléments, donc à la sortie de ces liens ici, on va pouvoir remettre d'autres blocs. Et le dernier élément de base que l'on va rencontrer dans les schémas blocs, c'est le sommateur. Alors sommateur ou soustracteur. Alors ici je mets un soustracteur, voilà. Donc si on a ici un signal E1 qui arrive ici et un signal E2 qui arrive ici, et bien la sortie de ce soustracteur, donc ici l'entrée E1 est comptée positivement, l'entrée E2 est comptée négativement, on va se retrouver avec E1 de P moins E2 de P. Évidemment, hein, on peut imaginer des soustracteurs ou des sommateurs à multiples entrées. Voilà, alors ici, on va bien avoir la sortie qui vaut donc le signal qui arrive sur cette entrée plus là, plus le signal qui arrive sur cette entrée plus là, moins le signal qui arrive sur l'entrée en bas. Voilà. Et donc voilà les trois éléments de base que l'on va rencontrer. Alors avec ça, on peut donc faire des combinaisons en fait de blocs reliés différemment en fait avec des liens ou avec des sommateurs ou des points de jonction. Et donc un élément de base de calcul que l'on peut faire, c'est si on avait deux fonctions de transfert qui seraient comme ça l'une derrière l'autre, E2 de P, H2 de P, pardon. Ici, je vais avoir le signal d'entrée E de P et le signal S de P ici. Et bien, en fait, cet élément-là, il est possible en fait de le transformer en un système plus simple qui contient qu'une seule fonction de transfert avec en entrée E de P, le même, hein, et en sortie S de P. Et donc, le calcul est assez simple ici, hein. Donc, si j'appelle le signal au milieu ici x de P, on va avoir x de P qui est égal à H1 de P, E de P. Donc c'est juste l'élément de base bloc avec le signal d'entrée et le signal de sortie, la fonction de transfert. Je vais réécrire la même chose pour l'autre. Donc c'est S de P égale H2 de P fois x de P. Donc le signal d'entrée fois la fonction de transfert égale au signal de sortie pour le bloc H2. Et donc j'en déduis quoi? J'en déduis que S de P, ça va être égal à H1 de P fois H2 de P fois E de P. Hein, ici,
je remplace le x de p par l'expression, la première expression trouvée, et donc j'obtiens cette expression-là. Et donc en fait, le bloc équivalent, c'est h1 de p, h2 de p. Une autre structure que l'on peut retrouver, donc ici, j'ai un point de jonction avec le signal E de P en entrée qui vient sur deux blocs avec une fonction de transfert H1 de P, H2 de P avec en sortie donc, un sommateur. Alors ici, je vais mettre somme. On pourrait mettre des plus, des moins. On imagine bien que ça va juste changer des signes dans les additions. Et ici, un signal S de P. Donc ici, je vais nommer, je sais pas, ici x1 de P, ici x2 de P. Et je vais écrire, comme j'ai fait tout précédemment, les équations élémentaires sur des éléments de base de la construction de ce schéma bloc. Donc j'ai x1 de P qui va être égal à h1 de P, E de P, puisque c'est bien E qui arrive ici en entrée du bloc H1. Je vais avoir x2 de P qui va être égal à h2 de P, E de P, hein, puisque le point de jonction, hein, il renvoie le signal d'entrée sur toutes les jonctions. Et puis j'ai S de P qui va être égal, donc ici j'ai bien une somme de x1 plus x2, donc x1 de P plus x2 de P. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner que S de P, ça va être égal à H1 de P plus H2 de P, le tout facteur de E de P. Et donc voilà, on obtient ici un bloc équivalent H1 de P plus H2 de P, avec en entrée E de P et en sortie S de P. Alors ensuite, on peut aussi voir ce qu'on appelle les déplacements de points de jonction. Donc si je prends par exemple cette structure-là, H de P, voilà, avec en sortie deux fois le signal avec un point de jonction ici, comme ça, hein, voilà. S de P ici, S de P ici et E de P ici. Ce point de jonction là, ça m'arrangerait en tout cas dans le schéma bloc de le déplacer et de le mettre entre guillemets avant le bloc H de P. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'aimerais bien avoir quelque chose qui ressemble à quoi? J'aimerais bien avoir quelque chose qui ressemble à ça, donc je vais avoir E de P. Et là, je veux que le point de jonction, il soit là tout de suite maintenant. Là. Donc hop, je veux que mon point de jonction, il soit maintenant. Mais je veux retrouver mes deux signaux S de P de la même manière. Donc ici, je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligé de rajouter un bloc H de P, ici, pour donner S, c'est quoi? S, c'est H fois E. Et puis ici, je vois que je vais avoir quoi? Je vais avoir aussi besoin de rajouter un bloc H de P pour donner du S. Donc en quelque sorte, hein, ici, le signal E, il subit la fonction de transfert H pour après donner deux fois le signal S sur deux branches différentes de mon schéma bloc. Alors que ici, voilà, j'ai le E qui va se répandre dans deux blocs H de P pour donner deux fois le signal S dans mon schéma bloc. Alors, vu comme ça individuellement, peut-être que ça nous semble pas forcément très utile, mais on verra que parfois, dans des schémas blocs, on a besoin, pour simplifier le calcul, de modifier un petit peu le schéma bloc, et donc ce genre de stratégie peut nous servir. Alors, autre cas de figure de déplacement de point de jonction. Donc ici, je reprends mon signal E d'entrée, je mets un point de jonction. La première branche, je vais avoir une fonction de transfert H de P qui me donne un signal S de P. Et puis sur la deuxième branche, eh bien, j'ai aucune modification du signal, je récupère le E. Et cette fois-ci, ce que je voudrais faire, c'est déplacer mon point de jonction après le bloc H. Donc là, vous allez voir que ça va être un peu différent, puisque là, je vais avoir E de P qui arrive sur directement le bloc H de P. Je n'ai pas le choix si je veux déplacer mon point de jonction après le bloc. Alors, qu'est-ce que je retrouve directement en sortie de ce bloc H de P? Donc j'ai E fois H, c'est le signal S. Donc ici, je suis content, cocorico, je récupère mon signal S. Sauf que ici, moi, j'aimerais bien aussi récupérer le signal E. Puisque précédemment, j'avais
accès à S et à E. Et je veux que mon point de jonction soit après le bloc. Donc ici, en fait, en quelque sorte, hein, alors on peut écrire les équations, hein, mais en quelque sorte, le signal E suit la fonction de transfert H, et je veux récupérer E. Donc il faut que je lui fasse quoi? Il faut que je lui fasse, entre guillemets, désubir la fonction de transfert H. Voilà, c'est entre guillemets tout ça, mais c'est pour imaginer un petit peu. Et donc le seul moyen de faire ça, eh bien, c'est de compenser la fonction de transfert H par son inverse en multipliant par 1 sur H. Puisque là, si je regarde juste la branche du bas, je vais avoir la fonction de transfert H fois la fonction de transfert 1 sur H. Donc ça fait 1, donc j'ai bien le E qui se transforme en E. Alors encore une fois, hein, comme ça, ça peut paraître inutile. On verra que dans certaines applications, ça peut nous servir. Alors, autre remarque sur cette fonction de transfert. Donc ici, admettons que H représente un système réel de la vie. Donc il va avoir une fonction de transfert sous forme canonique qui a une forme, on va dire, habituelle. Quand je vais intégrer à l'intérieur de mon schéma bloc une fonction de transfert 1 sur H, eh bien, cette fonction de transfert, elle peut ne pas avoir de sens physique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une fonction de transfert qui peut ne pas exister, avec par exemple une puissance de P supérieure au numérateur qu'au dénominateur, évidemment. Alors, on ne s'affole pas quand on est sur un schéma bloc. Donc, le schéma bloc que l'on construit à partir des équations, lui, il a du sens. Chaque bloc va avoir un sens. À partir du moment où on va faire des modifications de schéma bloc pour nous simplifier le calcul, on peut faire apparaître des blocs qui n'ont pas de sens ou des signaux qui n'ont pas de sens physique. Pas d'inquiétude, ça ne modifiera pas le fonctionnement du schéma bloc tant qu'on a conservé une équivalence quand on a fait les transformations. Alors, autre type de transformation, ce sont les déplacements de sommateurs. Alors ici, E1. Alors je vais faire le raccourci de ne pas écrire les parenthèses de P. C'est juste pour écrire un petit peu plus vite à l'écran. Voilà. Et donc ici, je vais avoir une fonction de transfert H et un signal S. Et en fait, voilà, là, dans la transformation que je veux faire, je veux essayer de déplacer le sommateur après la fonction de transfert H. Je vais écrire les équations pour celui-ci. Pour certains, l'explication qualitative peut suffire, mais c'est vrai que pour d'autres, des fois, l'écriture va pouvoir nous servir. Donc ici, si j'écris S, alors le petit conseil quand on a une structure un peu complexe, alors ici elle est assez simple, il y a 2 blocs de base, mais quand on a un schéma bloc un peu plus complet avec plein de choses, pour écrire la relation qui existe entre la sortie et l'entrée ou les entrées, je vous conseille de partir de la sortie. Donc la sortie c'est quoi? La sortie c'est ce signal-là. Alors je lui donne pas de nom, je vais essayer d'aller un peu plus vite, donc je lui donne pas de nom. C'est le signal qui est ici, fois la fonction de transfert H. Donc c'est H fois, et ici il faut que je mette le signal qui est là. Et le signal qui est là c'est quoi? C'est E1 plus E2. Bon, ben voilà, E1 plus E2. Donc là vous voyez que j'ai une somme à l'intérieur de la parenthèse, on peut développer H fois E1 plus H fois E2. Et donc, quand je veux déplacer le sommateur après le bloc H, ça revient en fait à faire quoi? Ça revient à développer, c'est-à-dire d'écrire E1 fois H, E2 fois H, et de faire la somme après. Donc ici, je vais mettre mon sommateur après. Et j'ai bien obtenu le signal S. Voilà, alors maintenant, donc ça c'est pour la partie calculatoire, hein, si on essaie de démontrer ça par le calcul. Maintenant, si on veut essayer de le faire, entre guillemets, qualitativement avec les mains, voilà. Ici, on voit qu'on fait quoi? On fait la somme de E1 plus E2. Et cette somme subit la fonction de transfert H. Et moi, je veux faire la somme après. Donc, il faut que je prenne E1, je lui fasse subir la fonction de transfert H. E2, il faut que je lui fasse subir la fonction de transfert H. Et après, je fais la somme de ces deux signaux. Voilà, donc soit j'applique H sur E1 plus E2, soit j'applique H sur E1 et E2, et après je fais la somme. Dernière transformation, donc ici on va faire quelque chose d'un peu équivalent. Donc moi je vais avoir un signal E1 qui subit une fonction de transfert H, qui est additionné avec
un signal E2. Et ça, c'est mon signal S de sortie. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, cette fois-ci, c'est déplacer mon sommateur avant la fonction de transfert H. Donc ça veut dire que je n'ai pas le choix, il va me falloir ici le signal E1 qui est additionné avec quelque chose. Voilà. Ici, ce qu'on voit, c'est que dans le signal S, on a quoi? On a du E1 qui subit la fonction de transfert H, plus quelque chose. Donc là, ici, je vais faire le plus quelque chose, je vais faire le plus quelque chose qui arrive ici. Donc le signal E1, pour arriver dans la sortie, il est obligé de subir la fonction de transfert H. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas le choix. Si je veux que ça fonctionne, il faut absolument que je mette la fonction de transfert H ici. Et moi, j'ai besoin d'un E2 quelque part. C'est-à-dire que quelque part, dans le S, il y a du E2. Alors le E2, il arrive comment? Le E2, il arrive, entre guillemets, alors voilà, hein, c'est qualitatif ce que je dis. Le E2, il arrive un peu nature, c'est-à-dire que le E1 a subi la fonction de transfert H, et le E2, il arrive nature. Il est additionné sans modification. Là, le problème, c'est que si je fais rentrer E2 ici directement, comme ça, eh bien, le signal E2, il va subir aussi la fonction de transfert H. Et c'est pas ce qu'on avait avant. Donc il va falloir que je modifie un peu ça. Donc il faut que je compense l'effet de H avant d'additionner. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute un bloc ici avec la fonction de transfert 1 sur H. Comme ça, j'ai E2 fois 1 sur H. J'additionne E1. Et là, je fais subir à tout ça la fonction de transfert H. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner H sur le E2. Donc ça va me faire E2 qui va arriver nature à la sortie, entre guillemets. Et le 1, lui, voilà, il est additionné à ce E2 sur H. Et lui, il subit bien la fonction de transfert H pour aller dans S. Voilà, donc là, je l'ai présenté entre guillemets qualitativement, un petit peu avec les mains. Si on écrit l'équation de ce truc-là, donc là, je vais avoir S qui va être égal à quoi? Qui va être égal à H fois E1 plus E2. Et puis alors là, de ce côté, si je fais S, donc S est égal à H facteur de quelque chose, facteur d'une somme. Alors la somme de quoi? De E1. Alors H fois E1, je suis content. Quand je vais développer ici, je retrouve bien mon H fois E1. Et ici, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Ici, il faut que je mette du E2, j'ai pas le choix. Mais ça va être E2 fois H. Donc ici, il faut bien que je fasse E2 sur H pour que les H se compensent et qu'on retrouve bien le bon signal. Voilà, donc ça c'est la démonstration avec les équations. Voilà pour ces quelques transformations. Alors, je vais quand même rajouter, j'en ai déjà un petit peu parlé, sans forcément le dire. Mais en fait, on avait dit que les fonctions de transfert et donc les schémas blocs par extension, mais voilà, la modélisation dans Laplace des équations différentielles, etc. Tout ça, c'était une transformation linéaire. Et donc, en fait, comme on est dans un système linéaire, eh bien le principe de superposition s'applique. Donc ici, superposition, ça consiste en quoi? Donc, par exemple, si j'ai un système à multiples entrées, donc ici E1, E2, E3, avec une seule sortie, voilà, donc ça c'est mon système, eh bien le théorème de superposition, il me dit quoi? Il me dit que la sortie, ça va être égal alors, à la somme des contributions de chacune des entrées prises indépendamment. Ça va être S1, la contribution de E1, plus S2, plus S3. D'accord? Avec S1, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la fonction de transfert H1 fois E1. Et H1, c'est la fonction de transfert avec E1, avec E2 égale E3 égale à 0. Donc j'annule les deux entrées là et je regarde juste la relation qui existe entre S et E1. Et donc ça va être la fonction de transfert. Et donc là, je vais obtenir une relation de sortie égale une fonction de transfert fois l'entrée. Et cette fonction de transfert, eh bien, c'est la relation qui existe entre S et E1 quand E2 et E3 sont nuls. Donc de la même manière, S2, ça va être égal à H2 quand E1 égale E3 égale à 0 fois E2.
Et puis le S3, c'est quoi? C'est la fonction de transfert qui existe entre S et E quand E1 égale E2 égale à 0 fois E3. Et bien voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo sur les éléments de base de construction d'un schéma bloc. Pas d'inquiétude sur superposition ou sur les modifications de schéma bloc. On fera des applications dans d'autres vidéos. D'ailleurs, la prochaine va porter sur la modélisation d'un système qui contient plusieurs équations sous la forme d'un schéma bloc. Donc, je pars des équations, j'obtiens un schéma bloc et on va essayer de calculer la fonction de transfert. Alors, vous verrez qu'il y a deux entrées. Donc, voilà, on va appliquer le théorème de superposition. On va faire quelques modifications de schéma bloc pour obtenir donc la relation de sortie en fonction des entrées pour un système à deux entrées. Et voilà, à bientôt!